Bonjour messieurs, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, Christian nous fait une présentation dont j'avoue avoir oublié le thème et donc eh bien, va nous l'annoncer lui-même. C'est formidable. Donc en fait, tu remets les clés du pouvoir à quelqu'un d'autre, hein, c'est ça. Oh là là, un pouvoir énorme, tu n'imagines même pas. Colossal. Ben, en fait, c'est un pouvoir, oui, très important, puisqu'il s'agit d'entrer de plein pied dans la Constitution de 1900, du 4 octobre 1958, après avoir étudié les textes annexes que sont la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le préambule à la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2005. Donc, la Constitution de 1958 que nous allons commencer à étudier à partir de son article 1 jusqu'à son article 89. En disant cela, on a l'impression qu'il y a 89 articles dans cette Constitution. En fait, il y en a plus parce qu'il y a un certain nombre de sous-articles. Hein. Il y a très exactement 28 sous-articles qui sont des articles qui sont sous-articles parce qu'ils sont numérotés avec le numéro d'un article, puis 1, 2 ou 3, mais en fait ce sont des articles qui sont censément indépendants les uns des autres. Donc il y a Ouais. très exactement 89 plus 28. Christian, Oui, tu vas pas nous faire l'article. oui, Aujourd'hui, tu fais le oui, préambule. oui, oui, oui. Oui, ben, en fait, j'ai continué à vous faire l'article parce que je ne vais pas commencer vraiment tout de suite. Voilà. Oui, je ferai deux remarques préliminaires avant d'attaquer l'article 1, avant d'attaquer le préambule plus exactement, qui précède l'article 1. C'est une remarque de forme, à savoir que par trois fois, au sein de la Constitution de 1958, il y a un emplacement des sous-articles qui est contestable. Ça concerne l'article 68.1 qui fait suite à l'article 68, l'article 71.1 qui fait suite à l'article 71 et l'article 88.1 qui fait suite à l'article 88. Et en fait, à chaque fois, que ce soit après l'article 68, après l'article 71 ou après l'article 88, on saute à un titre suivant. Et donc, je suppose, il faudrait remonter dans l'historique de la Constitution, que ce sont des titres qui ont été ajoutés par rapport à la première version de la Constitution le 4 octobre 1958, mais cela reste à vérifier, et que le législateur n'a pas souhaité décaler le numéro des articles et mettre simplement des sous-numéros. Mais je considère que ça, je ne dirais pas que ça prête à confusion, mais pour la clarté, je dirais, d'ensemble de la Constitution, ça pose un problème parce que l'article 68.1, 68.2, 68.3 n'ont rien à voir avec l'article 68. Alors on va prendre tout de suite un exemple, on ne va pas faire les trois, mais on va regarder le 68. Alors, voilà. Zut, je n'avais pas préparé ça, mais ça va venir. C'est la destitution. Article 68, c'est l'article sur la destitution. Oui, alors l'article Oui, 68. tout l'intérêt d'avoir une numérotation qui soit. L'article 68, il est dans le titre du président de la République. Et donc, il expose un certain nombre de choses sur le président de la République. Il y a deux ou trois articles qui suivent le titre numéro. Alors, je vais Le titre 9, qui parle de la haute cour. Et ensuite, on a l'article 67 qui parle effectivement du président de la République et le 68 est plus précisément axé sur, je lis, destitution, haute cour, voilà, ce qu'elle fait, ses pouvoirs, ce qu'elle peut faire. Voilà. Et ensuite, on arrive au titre 10 de la responsabilité pénale des membres du gouvernement.
Et effectivement, on a le 68.1 qui apparemment, clairement, change de sujet. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça a été dit de façon parfaite par Jean-Charles, donc il n'y a rien de plus à ajouter. Et je pose la question, pourquoi? Pourquoi Ouais. est-ce que donc cet article 68.1, n'est-ce pas, qui fait suite à l'article 68, en fait, inaugure un titre nouveau de la responsabilité pénale des membres du gouvernement qui n'a absolument rien à voir avec l'article 68. Et on a le 68.1, le 68.2 et le 68.3, voilà, qui a priori, puisqu'ils sont des sous-articles, devraient être des annexes ou des codicilles au titre générique, et ça n'est pas du tout le cas. Bon. Donc, je pose la question ouverte de renuméroter ces articles, c'est-à-dire le 68.1 en fait devrait être numéroté 69 et ensuite décaler tous les autres articles pour la bonne compréhension de la Constitution, parce que tout simplement, lorsqu'on va nous parler de l'article 68.1 qui est extrêmement important, puisqu'il a trait à la responsabilité pénale des membres du gouvernement, sujet que nous avons traité, que nous sommes en train de traiter par ailleurs dans le cadre de l'association Recours Constitution, il semblerait que c'est une déclinaison de l'article 68, or pas du tout. Voilà. Bon. Pareil pour les deux autres cas sur lesquels on ne va pas s'apesantir, mais je soulève cette question. Alors, deuxième remarque préliminaire. Alors, attendez, je vais fermer ça. Voilà. Deuxième remarque préliminaire. Cette constitution du 4 octobre 1958, j'énonce l'idée qu'elle est un texte majoritairement procéduriel, mais qui comporte quelques simili-principes. Je me suis déjà expliqué sur les orientations procédurielles ou principielles des constitutions, et que j'ai indiqué qu'il y avait des constitutions qui étaient plutôt à tendance procédurielle et d'autres plutôt à tendance principielle. J'annonce en début d'analyse que la C58 est à tendance procédurielle. Bien entendu, ça va être vérifié tout au long de l'analyse que nous allons faire des 89 et plus 28 articles qui vont suivre, mais qu'elle comporte quelques simili-principes. Alors je dis simili-principes au lieu de dire principes, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que je propose la définition suivante du mot principe. Un principe est une proposition fondamentale, claire et précise, qui doit satisfaire à trois conditions cumulatives. Ne pas pouvoir prêter à plusieurs interprétations possibles, pouvoir servir de base, servant de base à un raisonnement global, et troisième condition, permettant de définir une ou plusieurs règles d'application dans chaque domaine considéré. Ça veut dire en termes clairs qu'on va pouvoir déduire d'un principe un certain nombre de soit d'autres articles de la Constitution, soit tout simplement de lois ordinaires qui vont trouver leur place dans les différents codes juridiques les différents 74 codes juridiques du corpus général. Voilà ce que c'est comme principe. Et je dis que les principes, les quelques principes qui sont énoncés dans la C58, ne sont pas des principes, je les appelle des simili-principes, et je dis que ce sont des principes que j'appelle simili-principes parce qu'ils me semblent, ces principes, entachés de biais rédactionnels. Et il y a trois techniques de biais qu'on va retrouver à chaque fois et qu'on va pouvoir identifier comme relevant de la première, de la deuxième ou de la troisième technique. C'est le premier type de biais, ce que j'appelle le faux principe ou le non-principe. Il s'agit en fait d'un principe qui énonce une proposition qui est mal ou qui est non définie, ou qui n'est pas définie. Le deuxième type de biais, c'est ce que j'ai appelé le pseudo-principe.
Et ça concerne des propositions qui vont être formulées de façon trompeuse. Et on va pouvoir à chaque fois analyser, identifier le dessein, l'objectif, la raison pour laquelle on a formulé, le rédacteur a formulé ce principe de façon trompeuse. Et puis le troisième biais, j'appelle ça le contre-principe. Alors le contre-principe, c'est l'exemple, c'est la vieille plaisanterie de Marx. Sa vieille plaisanterie, en fait, c'est un contre-principe, notamment lorsqu'il a décortiqué la Constitution de 1848. Ça consiste à, vous savez, on l'a suffisamment répété, à énoncer dans une première partie de phrase un principe, puis à le restreindre ou à le rendre inapplicable par l'énoncé d'une deuxième partie de phrase qui généralement est placée après une virgule. Voilà. Et tout ça, ils ont défini ce que j'appelle un contre-principe. Alors, ces deux remarques préliminaires ayant été faites, on va rentrer dans la rédaction proprement dite de la C58, qui commence par un préambule en 2 paragraphes. Alors, le premier paragraphe, on n'en parlera pas, puisqu'on en a déjà parlé. Je le rappelle, pour mémoire, le peuple français proclame solennellement son attachement. Attendez, je vérifie quelque chose, là, c'est technique. Voilà. Son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration de 1789, la Constitution le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Bon, nous avons vu déjà tout ça, c'est pas la peine de redire des choses qui ont déjà été dites. Le deuxième paragraphe que je vais vous lire s'énonce ainsi: en vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique. Alors, ce paragraphe ne veut aujourd'hui plus rien dire, dans la mesure où l'empire colonial a été décolonisé et que les territoires qui restent sont devenus des départements. Et donc, je pense qu'une mise à jour de la Constitution serait nécessaire de ce point de vue, afin de supprimer ce paragraphe qui n'a plus aucune raison d'être, signification, à moins que tout à l'heure mes collègues me présentent des arguments qui me permettraient de au contraire de penser qu'il faut maintenir ce paragraphe. Alors, après ce préambule, nous arrivons au titre 1, qui est l'archétype même du titre principiel, c'est-à-dire qui va énoncer quasiment que des principes, qui sont effectivement des simili-principes. Donc c'est un titre simili-principiel, et qui va... On s'arrête là, Christian. Est-ce qu'on fait déjà un premier arrêt à ce niveau-là, avant d'analyser l'article premier? Si tu veux. Oui, je pense que ça serait pas mal, comme ça va permettre de découper, voire de faire deux émissions. Oui. Oui, parce que... Je pense qu'on a déjà des choses à dire. Enfin bon. Oui, parce qu'effectivement, il y a 4 articles, mais il y a des commentaires qui sont assez nourris. Oui, on peut faire un stop. Jean-Charles, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je m'y attache? Désolé, j'avais fermé mon micro. Écoutez, moi, je n'ai pas beaucoup de remarques à faire sur cette introduction de Christian. Sur le semi-principiel, je pense que... Non, excuse-moi, c'est simili-principiel. Si, oui, simili, pardon. Simili. Oui. Procéduriel, principiel, on comprend bien la différence. Bon, pourquoi pas la définition, prendre la définition de Christian en l'occurrence. Je ne vois pas d'inconvénient. Mais disons que on va voir là dans l'article 1, mais comme tu en as parlé pour le simili-principiel, et d'ailleurs tu avais commencé à ce sujet, on peut aussi tout simplement considérer qu'un article ne peut être autre chose que procéduriel ou principiel, mais simplement déclaratif.
C'est-à-dire, je déclare, je fais ce que je veux, et je suis la Constitution, je suis la France, et je dis que c'est comme ça. C'est quand même aussi, après tout, le rôle d'une Constitution d'être aussi sur le mode affirmatif. Voilà, donc, et ne pas être soumis à soit une contingence de procédure, ou à un principe qui se voudrait répondre à une règle, à un cadre, à une forme, etc. On peut aussi, en tant que citoyen, en tant que constitution, en tant que pays, en tant que nation, déclarer « je fais ce que je veux et c'est comme ça et ça ne sera pas autrement ». Donc, c'est aussi une déclaration. Voilà. Donc, je voulais juste apporter cette modification, enfin, cet angle. Voilà. Autrement, oui, effectivement, le deuxième paragraphe, effectivement, là, c'est à l'évidence écrit dans une ambiance, donc dans un contexte, pardon, où la colonisation est encore active à certains endroits de l'Empire français, voilà, de l'ex-Empire français. Donc, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, il était nécessaire de rédiger la chose comme ça. Et effectivement, tout porte à croire que ce paragraphe est caduc, mais vu ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie, on peut aussi agrémenter et avoir, sauf à faire des commentaires effectivement sur l'affaire calédonienne. Et justement, peut-être qu'avoir maintenu cet article pourrait permettre, par le biais de certains raisonnements, à des indépendantistes particuliers, des gens qui malgré avoir déclaré leur volonté d'appartenir à la France, une minorité, bon, enfin, vous savez ce qui se passe en Calédonie, et bon, chacun a son avis à ce sujet. Mais disons qu'avoir maintenu cet article est d'une certaine façon, avec le recul, une sorte d'imprudence, on va dire, et de maintenir la possibilité à un territoire d'outre-mer de dire « Ah ben voyez, dans la Constitution, nous sommes des territoires d'outre-mer, nous ne sommes pas effectivement et complètement la France, puisque apparemment il est dit que la France offre au territoire tel et tel cadre de vie, de moyens, etc. » Enfin bon, qu'à relire cet article que je n'ai pas sous les yeux. Et donc voilà, je trouve que effectivement c'est une grande imprudence, et on se rend compte que c'est à l'appui de ça, et à d'autres arguments pourraient être présentés par des indépendantistes, que de dire ben voilà, il y a ces deux lignes qui sont restées, ce paragraphe est resté dans le préambule, et effectivement vous envisagez et vous considérez, à l'avoir maintenu, que nous ne sommes pas vraiment la France. Voilà, et ça me paraît très grave. Voilà. J'en ai terminé. Merci Jean-Charles. Moi, je pense qu'effectivement, c'était bien qu'on s'arrête sur ces points. Là, parce que je crois que là, il y a réellement matière à discussion, et l'actualité nous en donne l'opportunité. Alors, première partie de mon discours sur ce que a soulevé Christian dans le terme des numérotations d'articles et plus généralement des numérotations des lois, je dirais. C'est-à-dire que les lois ont un numéro, 8, 9, 12, 24, etc. Et puis les articles ont numéro 1, 2, 3, purement séquentiel. Et cela, déjà, c'est un obstacle à l'accès de tous les citoyens à la Constitution et à la loi d'une manière générale. Le fait qu'il n'y ait pas un système de référencement, je dirais, qui tienne la route, fait que l'accès à la Constitution en particulier pose problème. Et qu'on a justement des difficultés à lire la Constitution à ce titre. Et donc, nous, c'est ça. Dans ce qu'on a fait, je m'excuse, je vais y revenir, mais nous, on a mis en place justement un système de numérotation qui est tout à fait contraignant, je dirais. Par exemple, la Constitution est distinguée en 3 parties, C1, et tous les articles vont être numérotés C1 s'ils sont dans le préambule, C2 s'ils sont dans le corps, C3 s'ils sont en annexe. Déjà, rien qu'avec les 2 premiers chiffres, vous savez déjà où vous êtes. Donc ça, c'est très important.
à l'intérieur d'un chapitre, d'une partie, je dirais, corps par exemple, il n'y a que des titres, typiquement. Et à l'intérieur des titres, il y a un certain nombre il y a une structure qui est uniforme, quel que soit le type de texte. Hein. On va retrouver toujours des principes au départ et ce genre de choses. Et donc ça, c'est extrêmement important, je dirais, d'avoir justement un système de numérotation qui permet justement de ne pas avoir de problème d'insertion, hein, puisqu'on saura très précisément à la fois désigner et avoir une référence claire au texte législatif ou constitutionnel et le retrouver facilement, y compris et en particulier, je dirais, à une époque où nous avons ce qu'on appelle donc des liens hypertextes, l'Internet, le web, qui permettent de référencer justement toutes ces parties de façon très précise et très détaillée. Et donc ça me semble effectivement quelque chose de très important et qui devrait complètement évoluer dans nos prescriptions, je dirais. Enfin, moi, je fais une prescription forte, je pense, de dire il faut que le système de numérotation, de référencement, soit clair et spécifique et évolue par rapport à une simple numérotation. Je prends un exemple, en électricité ou ce genre de choses, tous les éléments sont référencés, il y a une référence, dans une usine, les choses sont précisément référencées, une pompe, etc., pour savoir justement où elle est, qu'est-ce qu'elle est, etc., qu'est-ce qui la relie à telle partie, etc. Donc ça, c'est extrêmement... Ça a l'air d'un détail, mais pour moi, ce n'est pas un détail, c'est vraiment extrêmement important. Et ça règle tous ces problèmes d'évolutivité et tout ça, bien sûr. Donc ça, je pense que c'est... Mais je ne pense pas que ça soit un hasard. Bon, c'est un peu historique, hein, mais je dirais que c'est assez important. Et c'est certainement ce que, par exemple, des juristes purs et durs contesteraient. Je n'en doute pas une seconde. De mettre en place un système de numérotation, puisque quelque part, ça permet qu'ils préservent leur domaine, je dirais. Ça protège quelque part. C'est une barrière à l'entrée, à l'accès aux textes législatifs et constitutionnels. Alors, après, Christian nous dit il y a une majorité de procéduriels dans la Constitution de la Ve République et quelques quasi-principes ou pseudo-simili-principes, pseudo-principes. Oui, c'est vrai. Je pense qu'effectivement, la Constitution doit comporter des principes, de préférence au plus haut niveau. Je vous renvoie aux discussions sur le droit naturel, puis un certain nombre de principes qui correspondent au niveau de détails auquel on est, justement, hein, lorsqu'on va descendre dans les différents niveaux législatifs. Et puis, il y a une partie procédurielle qui en découle et qui doivent obéir à ces principes. Donc là, je dirais, il n'y a pas grand-chose. Alors maintenant, sur cette question de la deuxième partie du préambule. Alors, sur la première partie du préambule, le peuple français proclame solennellement son attachement. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, je pense quand même que cette formulation, ça veut dire que ce n'est pas normatif. C'est-à-dire que les problèmes, bon, on y est attaché, mais enfin bon, voilà, c'est juste, c'est pas normatif. C'est aussi pour ça que nous, on a mis dans notre Constitution, on l'a mis très clairement dans le texte, le préambule est normatif et les principes qui sont énoncés sont normatifs. Parce que sinon, bon, on peut déclarer tout ce qu'on veut et puis ça n'a pas beaucoup d'engagement. Là, jusqu'ici, la jurisprudence du Conseil constitutionnel dit oui, ça nous engage, mais si demain, ça les arrange de pouvoir dire autrement, ils vont dire oh, mais non, c'est juste un attachement. Hein. Voilà. On voit bien sur la liberté d'expression. Sur la deuxième partie, là, je dirais, là, effectivement, vous nous dites, en gros, que maintenant, il y a eu la décolonisation et que cette deuxième partie n'est pas utile, voire, comme nous dit Jean-Charles, elle est extrêmement grave.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette deuxième partie? Elle dit, en gros, déjà, la décolonisation, elle n'est pas complète, hein, puisqu'il reste des colonies françaises. Hein, il en reste quelques-unes. Par rapport à l'Empire antérieur, évidemment, il y en a beaucoup moins, mais il en reste. La preuve, avec ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Mais je parlais de la Polynésie française aussi, hein, c'est pas un petit morceau. Qu'est-ce qu'il dit ce principe? Ce principe, il parle de la libre détermination des peuples. Le principe de ces principes est celui de la libre détermination des peuples. Donc, il a fait la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et je dirais, pour ma part, je pense que c'est tout à fait positif, parce que je pense qu'il n'y a de démocratie possible qu'au sein d'un seul peuple. Et ces événements de Nouvelle-Calédonie illustrent pour la énième fois que le multiculturalisme, ça ne fonctionne pas et ça n'aboutit qu'à des conflits, qu'à des guerres. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Et ça l'est de nouveau, je dirais, par cet exemple. Et puis, voilà, on peut citer la Nouvelle-Calédonie, mais on peut citer la Polynésie, on peut citer la Corse, on peut évoquer les Basques, les Bretons, la Savoie, la Guyane, etc. Il n'y a pas forcément de limite à ça. Hein. Donc, la libre détermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un principe qui, de toute façon, s'impose ou s'imposera. Sinon, le peuple disparaît ou les peuples fusionnent. Ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est effectivement très important. Et c'est ce qui permet, je dirais, effectivement, à des peuples peut-être de s'autonomiser aujourd'hui, comme hier, ça a été le cas. Ça me semble donc tout à fait pertinent, au contraire, d'avoir ce principe posé. Donc, c'est pas du tout grave, ni caduc, mais ça me semble tout à fait essentiel. Voilà. Et d'ailleurs, c'est sans doute la raison pour laquelle les référendums qui ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie n'ont pas de valeur. C'est cela où elles n'ont de valeur que parce que justement, tant qu'un peuple fait nation, c'est-à-dire qu'il veut partager un avenir en commun. Si vous avez deux peuples qui chacun veut avoir un avenir, un destin séparé, vous pourrez faire tous les référendums que vous voulez. Ça n'empêchera pas les guerres, ça n'empêchera pas les affrontements. C'est totalement impossible. La seule possibilité dans ces cas-là, c'est la séparation. C'est de dire, d'acter le fait qu'il y a deux nations, et les deux nations doivent coexister. On pourrait citer la Palestine et Israël, mais c'est un peu la même chose. C'est insoluble tant qu'on est dans ce genre de choses. Donc, les peuples, c'est ce qui fait que la nation est indépassable, doivent pouvoir s'autonomiser. Sinon, c'est des guerres. Jean-Charles veut réagir à ça. Oui, je suis en total désaccord avec ce que tu dis. Il y a l'autodétermination des peuples d'un côté, et d'un autre côté, il y a l'appartenance à la nation, à un pays. On a déclaré d'un commun accord que les Bretons, les Basques, les Corses, les gens de Paris, etc., c'est la nation française, mais aussi les gens de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Polynésie, de la Calédonie, de Mayotte, etc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des colonies, c'est la France. C'est quelque chose qui est clair et net et déclaré et assumé par les populations qui y sont. Mayotte a opté pour être française. La Calédonie a opté pour être française. La Guadeloupe, Martinique, tout le monde, tous ces groupes de population ont opté pour être françaises. Ce sont des Français. On part de là. Et oui, mais non, franchement, on part de là. C'est déclaré, c'est comme ça, c'est assumé, c'est vécu comme ça depuis longtemps. Ensuite, qu'à un moment donné, il y ait un besoin de ce point de vue, le deuxième paragraphe est caduc et je maintiens le fait qu'il soit caduc puisqu'on part d'une volonté d'appartenance à une nation et de rejoindre une nation et de vivre en tant que nation sur tous ces territoires. Bon, ça c'est une chose, mais après il peut, et là c'est un autre volet, il peut y avoir un moment où ces groupes de population n'y trouvent plus leur compte. Que ce soit les Bretons, les Corses, les Calédoniens ou les Martiniquais.
Ils ne trouvent plus leur compte et ont une volonté de quitter la France. Donc ça, c'est autre chose. C'est une autre chose. Donc ça veut dire que l'article est caduc parce que la décolonisation est terminée. Et la colonisation, pardon, est terminée depuis longtemps. C'est fini la colonisation. Il n'est plus question de parler de ça. La Calédonie n'est pas colonisée. La Martinique n'est pas colonisée. La Corse non plus. Il faut partir de là. Bon, après, il peut y avoir un appel à l'autodétermination d'une population qui dit moi, j'y trouve plus mon compte. Mais à ce moment-là, on a des référendums. Et donc, il peut y avoir un référendum en Corse pour quitter. Il peut y avoir un référendum en Bretagne, en Martinique pour quitter la France et fonder une nouvelle nation, une nouvelle entité. C'est ce qui se passe en Calédonie. Mais que je sache, les 3 référendums, bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais les 3 référendums ont déclaré que la population calédonienne voulait rester française. Donc voilà, c'est une nation, c'est un État, et il n'y a pas d'histoire de peuple colonisé dans cette affaire. Voilà. Mais il ne suffit pas que ça soit légalement ainsi pour que ça soit la réalité. Mais l'intérêt d'avoir des définitions. C'est la majorité qui détermine l'appartenance. C'est un groupe de population. Et s'il y a une majorité qui veut rester française, la Calédonie reste française parce que la majorité a décidé de le rester. C'est parce qu'il y a quelques personnes qui. Pour que cela fonctionne dans une démocratie, il faut qu'il y ait acceptation de ce cadre législatif. C'est-à-dire qu'il y ait une volonté de faire nation. C'est-à-dire que peut y avoir différents peuples qui décident de faire nation ensemble. Mais c'est ce que dit le référendum. Mais le fait est qu'il y a des peuples qui vont dire nous, on ne veut pas faire nation. On ne veut plus faire nation. C'est ce que j'ai dit, mais le référendum. À partir de là, attends, laisse-moi finir. À partir de là, c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes définitions sur les mots peuple, nation, État, etc. Oui. Ça, c'est tout à fait fondamental. Les peuples, ils peuvent aussi changer d'avis. Et là, on parle bien de la libre détermination des peuples. C'est ce que j'ai dit. En vertu de ces principes, de celui de la libre détermination des peuples. Voilà. Alors, on peut appeler ça coloniser, pas coloniser, peu importe, à la limite. Les peuples, ils sont ce qu'ils sont. Ils existent, et s'ils ont une volonté de faire nation, eh bien, c'est ainsi. Et ce ne sont pas quelques textes écrits sur des bouts de papier qui vont y changer quoi que ce soit. Et les référendums, à un moment donné, les armes et les parlent. Pour ça, je pense que c'est un débat important, parce que de croire que c'est tout ce qui est légal, ce qui est écrit dans des textes, etc. Non, ce n'est qu'une traduction de la réalité. La guerre en Ukraine, ça relève de ça aussi. Les indépendantistes qui ont refusé toute cette ukrainisation, par exemple, depuis 2014 et même avant, c'est exactement la même chose. Pourquoi y a-t-il aussi plein de problèmes en Syrie, dans tout un tas de pays comme ça? C'est parce que justement, la loi en tant que telle, les textes écrits, contrairement peut-être à souvent ce qu'affirme Christian, en disant il suffit que ça soit écrit et puis on suit ce qui est écrit, etc. Non. Je n'ai jamais revendiqué. C'est moi, la parole est à moi. Tu ne réponds pas. Référendum, ça te dit quelque chose? Mais oui, mais je te dis, c'est pour ça que je te dis, quand il y a plusieurs peuples, le peuple, si tu ne veux pas faire nation, le référendum n'a aucun sens. Alors là. Attendez, je vais prendre la parole là. Oui, vas-y, Christian. D'une part, pour arrêter le match ping-pong. Notre méthodologie, c'est pas match ping-pong, c'est chacun ses. Il peut y avoir une réflexion comme ça qui jaillit, ça apporte de la fluidité. Bon, faut pas non plus être trop sévère. Bon, mais là, non. Alors, d'une part, c'est trop ping-pong. D'autre part, c'est très intéressant, mais à mon avis, on s'éloigne du sujet, on sort du sujet. Non, mais alors, le sujet, qu'est-ce que c'est? Le sujet, c'est ce qu'il y a écrit. C'est ce qu'il y a écrit dans le. Voilà, ce qui est écrit là-dedans, en vertu de ces principes, et celui de la libre détermination des peuples, la République offre au territoire d'outre-mer. Alors, on ne va pas me parler
c'est très intéressant de parler des Basques, des Bretons. Non, non, continue la phrase, continue la phrase. Continue la phrase, Au continue territoire de dire. d'outre-mer, qui manifeste sa volonté d'y adhérer. Ah, qui manifeste la volonté d'y adhérer. Des territoires, il s'agit des territoires d'outre-mer. En vertu de ces principes, lesquels, bon, je ne sais pas, en vertu de principes, et sur, alors, libre détermination des peuples, voilà, la République offre au territoire d'outre-mer de manifester la volonté d'y adhérer à la République. C'est-à-dire que les territoires d'outre-mer peuvent adhérer à la République. Bien. On parle des territoires d'outre-mer. Nous ne parlons pas de la Corse, nous ne parlons pas de la Bretagne. Bien. Alors, les territoires d'outre-mer, ils ont adhéré à la République. Hein? Et ça s'est divisé en DOM et en TOM. Il y en a qui sont DOM, département d'outre-mer, d'autres qui sont territoires d'outre-mer. Territoire d'outre-mer, c'est un petit peu moins département que les autres. Bon. Je ne dis pas que c'est bien, j'explique ce que ça veut dire, ce qui est écrit. Bien. Alors après, fondé sur l'idéal commun, la liberté, l'égalité, tout ça c'est du blablabla, etc., conçu en vue de la révolution démocratique. Ce qui est important, c'est qu'il y a des territoires d'outre-mer à qui on a dit, est-ce que vous voulez adhérer à la République? Ils ont adhéré à la République. Et ensuite, alors là on anticipe, mais pas beaucoup, parce que c'est ensuite l'article qui vient tout de suite après, la République, elle est indivisible. C'est-à-dire qu'une fois, alors je dis pas, attention, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Hein. Bon, moi j'analyse, disons, je décortique ce qui est écrit dans la Constitution et je vois si c'est clair, si c'est précis et si c'est cohérent. Bon, on va voir que tout est incohérent, mais bon, c'est écrit. Bon. Donc, les DOM et les TOM, ils ont manifesté leur volonté dans le cadre du principe de la libre détermination des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc., etc., etc. Ils ont manifesté la volonté d'adhérer à la République. Et à partir du moment où ils ont adhéré à la République, ils rentrent dans le cadre de l'article 1, la République indivisible. Donc, la Martinique, si elle veut sortir de la République, c'est comme les Bretons. C'est incompatible avec l'article 1. Voilà. Voilà ce que dit la Constitution. Et lorsque je dis, moi, du coup, parce que j'avais dit de façon très précise que je pensais que cet article, je disais que cet article était obsolète, qu'il n'avait plus de raison d'être. À défaut que mes collègues me présentent des arguments. Donc, on m'a présenté des arguments qui ne m'ont pas convaincu. On dit, j'ai eu ensuite un échange d'arguments sur les peuples peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Bon, c'est très très bien, mais c'est pas en lien avec la question est-ce que ce paragraphe, est-ce que ce paragraphe est cohérent avec l'ensemble de la Constitution. Et je dis non parce que ce paragraphe dit les peuples d'outre-mer vont pouvoir manifester leur volonté d'adhérer à la République. Ça y est, c'est fait. Donc, il faut l'enlever, ce paragraphe. Maintenant, les peuples qui ont adhéré à la République... Alors, après, on va peut-être contester le référendum, comment ça a été fait. C'est un autre problème. C'est une autre question. C'est une question politique qui n'a rien à voir avec la Constitution. La Constitution, elle dit, ils ont adhéré, ils font partie de la République, et la République est indivisible, c'est terminé, ils ne peuvent plus se retirer. Voilà comment je l'interprète. Alors, ensuite, ça c'était sur ces... Attends, moi laisse-moi répondre sur tous les autres points. Ça c'est sur le point. Ça c'est sur le point. Attention, je ne parle pas du fond. Hein. Je parle de la forme, de ce qui est écrit et de ce que ça veut dire. Voilà. Bon, ça c'est sur le deuxième paragraphe du préambule. Maintenant, je reviens sur d'autres choses qui ont été dites. Jean-Charles nous dit dans une constitution, il n'y a pas que du principiel et de la procédure, du procéduriel,
il y a aussi du déclaratif. Alors ça s'appelle le performatif. Hein. C'est-à-dire que, voilà, je dis, la séance est ouverte, ben voilà, c'est-à-dire ce que je dis, c'est quelque chose qui se fait. Bon. Alors le performatif, on va entrer tout de suite dedans, parce que très rapidement, dans l'article 1, il y a du performatif. Et je vais vous expliquer, donc j'anticipe un peu. Pour moi, le performatif est une déviance du principiel. Bon, on va y venir, mais voilà, je commence à répondre partiellement à ce que disait Jean-Charles. Ensuite, concernant la numérotation des articles, alors, je suis bien entendu d'accord à 200% avec ce qu'a dit, ce qu'a proposé de façon extrêmement précise, extrêmement concrète Luc, avec la constitution de 1P6R, à savoir que le système de numérotation doit permettre deux choses. Alors, il ne l'a pas exprimé clairement, mais ce que j'en ai déduit, et c'est ce qui correspond d'ailleurs à ce que je pense, c'est qu'il doit permettre à celui qui le lit. Alors, il a dit quelque chose de très intéressant, lui, qu'il a dit du coup, la Constitution, elle n'est pas lisible, elle n'est pas identifiable, c'est vrai. Voilà. Et un système de numérotation doit permettre deux choses, à mon avis. Doit permettre de retrouver un article au sein du maquis de la Constitution et doit permettre d'insérer un nouvel article. Donc, la capacité d'identifier, de retrouver, et la capacité d'insérer, et que tout reste clair malgré l'insertion. Donc, bien entendu, il faut dénoncer le système actuel, et bon, à partir du moment, bien entendu, où une constitution est amendable. Si la constitution n'est pas amendable, c'est pas la peine de se casser la tête. Mais à partir du moment où elle est amendable, et en fait, on s'aperçoit que des modifications de la Constitution, il y en a en permanence, des modifications, des petites modifications qui ne font pas la une des journaux, mais quand on suit l'activité du Conseil constitutionnel, on s'aperçoit qu'il y a très souvent des modifications de la Constitution, et donc cette affaire du système de numérotation est extrêmement importante. Je n'y avais pas insisté parce que c'est très technique, mais effectivement, c'est très important. Luc pose ensuite une question analytique. Il dit, mais pourquoi est-ce que ce système actuel de numérotation est aussi inconséquent? Et il dit, c'est un hasard. Alors, moi je me suis demandé pourquoi, effectivement. Pourquoi est-ce que on a fait comme ça, on a ajouté les articles, sous-articles, n'importe comment, avec des titres au milieu, etc., etc., etc. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que derrière il y a une volonté? Donc un peu théorie du complot. Eh bien, après moult réflexions, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était tout simplement de l'incompétence. Voilà. Alors, incompétence doublée de je m'en foutisme, c'est-à-dire qui c'est qui va aller personnifier la Constitution, qui c'est qui va aller nous embêter pour des genres de numérotation. Voilà. Donc, incompétence, parce que le rédacteur constitutionnel n'imagine pas, n'a pas l'idée de la rationalité possible d'un système de numérotation, et disons mépris du peuple, parce qu'il dit de toute façon personne lit la Constitution. Voilà. Après, je ne répondrai pas à la question ou à l'affirmation plutôt de Luc, la Constitution doit comporter des principes. Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans la Constitution? Je n'en sais rien. Voilà. Et puis, dernier point, je terminerai mon intervention là-dessus. Concernant le premier paragraphe, l'attachement, etc., etc. Oui, bien entendu, je n'en ai pas parlé, parce qu'on a déjà parlé X fois. Voilà. Alors, effectivement, ce premier, alors s'il faut enfoncer le clou, effectivement, ce premier paragraphe est incompréhensible, hein, parce que l'attachement, c'est pas ce que c'est. Ça peut être un petit attachement, je suis un petit peu attaché, ou beaucoup attaché, ou ça devient normatif. Voilà. Bon, bien entendu, qu'il faut, alors en termes de préconisation, il faut réécrire, soit supprimer, soit réécrire ce premier paragraphe de préambule afin qu'il soit compréhensible, parce que l'attachement, c'est pas ce que ça veut dire. Nous sommes bien d'accord, voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour mon intervention.
Merci Christian. Oui, bah, sur le système, je reviens sur ce que tu as dit. L'incompétence, oui, je pense, mépris du peuple sur l'absence d'un système de numérotation. Et puis, je pense qu'il y a des habitudes aussi. On va pas changer. Tout est numéroté avec des numéros incompréhensibles. On va continuer dans la même veine. Enfin, voilà, c'est ce qui relève de l'incompétence aussi. Il y a une chose aussi, je pense, importante, c'est dans la numérotation, le système de numérotation introduit aussi la possibilité d'une structuration uniforme. C'est-à-dire que nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans la majeure partie des titres, c'est-à-dire tous les titres ont la même structure avec des mêmes numéros, des principes, missions, compositions, fonctionnement, périmètre, voilà, des choses comme ça qu'on doit retrouver systématiquement pour toute loi, pour tout article. Voilà. On a essayé de faire ça et de s'y tenir quand c'était possible. Voilà. Dans des annexes, par exemple, c'est beaucoup plus difficile puisque l'annexe est forcément très spécifique à un sujet donné. Donc la structure est forcément différente. Mais sur des titres, par exemple, qui décrivent des institutions, il n'y a aucune raison que la structure soit différente. Voilà. Donc ça promeut en plus, je dirais, une compréhension rien que par le numéro, par la numérotation de ce qu'il y a à l'intérieur. Revenons maintenant au sujet le plus polémique, sur la question du peuple. Mais on s'est attaché au texte, hein, moi je dirais, c'est bien. Ce qui est écrit, hein, c'est peuple, hein, donc la notion de peuple, et libre détermination des peuples. Le principe, là on énonce un principe de libre détermination des peuples. Dans libre détermination des peuples, il n'y a pas de temporalité. Si on est libre, on n'est pas libre à l'instant T, puis plus libre à l'instant T plus N. On est libre ou on n'est pas libre. Ben si, la liberté, c'est comme la sécurité ou ce genre de choses, c'est indivisible. Soit tu C'est es pas libre, ce qui est écrit, c'est écrit pour une fois les peuples d'outre-mer. Christian, on ne fait pas non, mais on a droit à une interjection. Oui, vas-y. Non, mais c'est oui, mais c'est écrit. Et j'ai répondu déjà à ça. C'est pas parce que c'est écrit. Les lois, les textes législatifs, les constitutions, toutes ces choses n'ont de sens que s'ils ont une correspondance dans la réalité politique. Et si ça ne correspond pas à la réalité politique, ces textes n'ont aucune valeur. Aucune valeur. La constitution qu'on a faite là, par exemple, nous, elle n'a aucune valeur aujourd'hui. Aucune, puisqu'elle n'a aucune traduction politique. Elle en aura peut-être une un jour, de façon directe, indirecte, je ne sais pas, j'espère. Mais voilà, ces textes, ce sont que des textes. On peut dire qu'ils sont légaux, etc. On voit bien que l'arbitraire, de toute façon, se loge systématiquement à l'intérieur. C'est pas un hasard, c'est justement pour pouvoir un petit peu s'arranger, hein, avec ce qui est écrit. Donc, voilà, le texte, il doit correspondre à une réalité. Si la réalité est disjointe, s'il y a des peuples qui veulent faire sécession et qui l'expriment de façon suffisamment véhémente, violente même, puisque ça finit souvent comme ça, la politique, la violence, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, la violence fait partie de la politique, eh bien il en est ainsi, et la Calédonie devrait être coupée en deux, si on souhaite. Et d'ailleurs, j'ai fait l'expérience, j'ai regardé sur les découpages, alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est des cantons, enfin c'est à peu près de cette échelle-là, hein, pour amener il y a effectivement la moitié nord de l'île, on va dire, qui est Kanak et pro-indépendance, et le sud plutôt, qui est plutôt justement avec des Européens, et pas que des Européens, il y a beaucoup de Chinois et tout ça, de Chinois d'origine asiatique, je veux dire, d'une manière plus générale, dans la partie sud de l'île. Voilà, je pense que la partition pourrait être envisageable. Voilà, pour ce cas précis. Prenons la Corse. La Corse, qu'est-ce que disent les indépendantistes? Ils disent, nous, on veut être indépendants, donc avoir un pays autonome pour la Corse, mais la France est un peuple ami. Hein, le leader corse, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire qu'ils n'utilisent pas énormément la violence, ils ont fait quelques petits attentats, des machins comme ça, il y a eu quand même quelques morts. Bon. Mais voilà, parce qu'ils considèrent que
pour avoir leur indépendance s'ils ne pensent pas que la lutte armée, je dirais, vraiment l'affrontement militaire, je dirais, est à propos. Oui, donc, enfin bon, tu reviens sur cette idée de dire que c'est écrit, les lois, c'est pas parce que c'est écrit que, etc. Mais on est d'accord sur le fait de pouvoir remettre en cause un texte. Il n'y a aucun souci. Mais nous, enfin, moi, je te réponds, référendum. Apparemment, tu n'as pas prononcé le mot dans ta réponse. Les référendums ont été exécutés. Il y en a eu 2 qui n'ont pas été boycottés. Le dernier l'a été. Bon, on peut parler de ça. Mais à chaque fois, on a eu 52, 53, 54% pour l'adhésion à la France. Donc, à partir du moment où on demande aux peuples qui doivent pouvoir s'autodéterminer, si on leur demande, voulez-vous être ci ou ça, à partir du moment où on leur demande, la réponse est donnée et on en tire les conséquences. J'imagine bien que si le référendum avait été un non à l'appartenance française, la France aurait fait ce qu'il fallait, enfin normalement, pour pouvoir se désolidariser de ce territoire à partir du moment où elle va respecter l'autodétermination des peuples, ce principe sur lequel on s'accorde tous les 3, je crois. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, je ne vois pas pourquoi ensuite faire partition des territoires. En ce moment, par exemple, en Slovaquie, il y a un problème, c'est les gens des villes, apparemment, on vote pour le mondialisme européen, etc. Et les campagnes votent pour une autonomie, un nationalisme slovaque. Bon, eh bien, là, on voit que les territoires, ben, pourquoi pas partager la Slovaquie, comme ça avait été fait entre la Tchéquie et la Slovaquie, partager encore une fois la Slovaquie en 2, et pourquoi pas en 3, en 4, suivant les aspirations de telle ou telle partie de chaque population. À ce moment-là, on fait un morcellement et puis on en revient maintenant à des autonomies entre départements, entre communes, et pourquoi pas. Donc à ce moment-là, il n'y a plus aucune administration et on va à des aberrations incroyables. Donc il y a d'autres modèles, il y a des peuples. En Russie, il y a plusieurs républiques, plusieurs peuples, et ils vivent très bien entre eux. Donc, il y a plusieurs curseurs à placer pour pouvoir accepter de vivre ensemble ou pas. Il se trouve que là, le curseur, il est calédonien. Le curseur, il y a un référendum. Le curseur a dit, voilà, on appartient à la France. Donc, voilà, je ne vois pas où est la discussion. Voilà. Bon, pour moi, respectons l'autonomie des peuples, l'autodétermination des peuples, il n'y a pas de souci, c'est fait. Ça a été fait avant, c'est fait, ça a été remis sur le tapis plusieurs fois, donc je ne vois pas où est le souci. Voilà. Et pourtant, il y a des référendums et tu ne veux pas prononcer le mot de référendum et parler, alors à ce moment-là, parle-nous de la remise en cause du référendum. Là, tu remets en cause le référendum. Donc à ce moment-là, là, on est parti dans des directions et des polémiques interminables. Voilà. Alors, j'ai bien prononcé le mot de référendum dans la première réponse, à 2 ou 3 reprises. Mais le référendum, je vais le dire d'une autre façon. Oui, le référendum, c'est la façon de trancher par le peuple, de démocratie directe, qui est la plus... Mais il y a un certain nombre de conditions. Et moi, j'ai fait des émissions d'ailleurs sur le référendum, à ce sujet-là, parce que je sais que le référendum, en même temps, est un générateur de guerre civile. Attention à ça. Parce que, justement, le peuple, ce qui est très important, en définitive, en démocratie, qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'acceptation de la défaite par la minorité. C'est ça qui est très important dans une démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible s'il n'y a pas suffisamment de fraternité entre les gens, entre les membres, donc qui font partie du même peuple, qui veulent faire nation ensemble, s'il n'y a pas acceptation de la défaite. C'est fondamental. S'il n'y a plus acceptation de la défaite, le vote en lui-même, eh bien, il va exploser, puisque va y avoir d'autres moyens, il va y avoir surgissement de la violence dans le champ public, dans l'espace public, et toutes ces règles démocratiques, toutes ces
textes deviennent malheureusement caduques. Moi, je n'ai pas d'a priori. Moi, honnêtement, la Nouvelle-Calédonie, je m'en fiche. Je constate simplement qu'il y a deux peuples. En fait, il y avait deux peuples peut-être qui voulaient vivre jusqu'ici ensemble, mais qui maintenant ne peuvent plus vivre ensemble, visiblement. Hein. Je crains qu'il se passe la même chose en France métropolitaine, hein, avec plusieurs peuples qui émergent et qui existent et qui finiront par ne plus vivre, ne plus accepter de faire nation. Voilà. Après, effectivement, ça peut aboutir à des morcellements de pays, etc. Oui. Qu'est-ce que tu veux y faire? De toute façon, c'est ça ou c'est la guerre. Donc, Christian? Oui, alors, est-ce que vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'on est hors sujet. Voilà. On n'est pas hors sujet du tout. On est hors sujet. Attention, ce qui se dit est très intéressant. Hein, mais on est totalement hors sujet. À savoir que le sujet, c'est l'analyse critique de la Constitution. Hein, c'est pas, il devrait y avoir ça, il faudrait l'interpréter. Bon. La Constitution, elle dit une chose. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Bon, la Constitution a pris, acte de la fin de l'Empire colonial. Elle a écrit ce deuxième paragraphe en disant, bon voilà, les peuples... Mais non, mais... Cette affirmation, tu l'affirmes, elle est fausse. On appelle ça dom-tom, mais ça reste des colonies. Appelons un chat un chat. Peu importe. Ah bah non, pas peu importe. Non mais, on parle d'autre chose. Non mais c'est ça, voilà, vous savez pas ce que c'est qu'une analyse critique. Voilà, vous partez dans des discours politiques, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, si on fait un référendum, il va y avoir la guerre civile. Je lis ce qui est écrit dans la Constitution, hein, voilà, et la Constitution dit les peuples d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, peuvent adhérer à la République. Bien. Ils l'ont fait. Ils ont adhéré. Non, c'est pas ce qui est écrit, Christian. En plus, je ne l'ai pas relevé, mais c'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est c'est pas écrit. le principe est celui de la libre détermination des peuples. La République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté. C'est pas du tout pareil. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Je rêve. C'est ça. La Constitution dit... Institution nouvelle. Hein. Ben oui, bon, institution nouvelle, parce qu'au lieu d'être des colonies, bon, en tout cas, c'est fait, ça. C'est fait. Ils ont adhéré. Oui. Bon, je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, ils ont adhéré. Bon, donc... Oui. Libre détermination des peuples, qui est le principe, cette liberté, elle n'est pas bornée temporellement. La liberté n'est pas bornée temporellement. C'est-à-dire que tu n'as pas été libre à ce moment de choisir. Une fois que tu as choisi, ça y est, tu n'es plus libre. Il y a eu des référendums. Mais non, mais c'est même pas une histoire de référendum. Mais non, là, je vais me retirer parce que je lis le texte. On fait pas d'analyse critique. Je lis le texte. Hein. Le texte dit que les territoires d'outre-mer, s'ils le veulent, c'est-à-dire qu'ils manifestent la volonté, peuvent adhérer à la République. Voilà. Des institutions nouvelles. Oui. Et alors, c'est quoi? C'est les institutions de la République. C'est tout. Et puis, c'est pas le sujet dont tu parles d'ailleurs, Luc. Légèrement modifié. Comme dit Christian, c'est fait. Des institutions nouvelles, ça veut dire que pour les DOM, ce sera grosso modo les mêmes que la République. Pour les TOM, ce sera des institutions entières. Mais c'est fait, ça. Bon, ils ont adhéré, ils ont eu un statut aménagé. Oui. Bon, c'est fait. Et ils sont dans la République. Bon. Que ce soit bien ou que ce soit pas bien, c'est pas le débat, c'est un autre débat. Mais si c'est le débat, parce qu'au-dessus d'un principe qui a été énoncé, Christian, principe de la libre détermination, qui est dans le même article, je lis simplement. Oui, libre détermination. Il y a eu
libre détermination. Oui. À un instant T, ça s'est décliné dans la République par des institutions nouvelles. Mais cette libre détermination, rien ne dit qu'elle est figée ad vitam aeternam. Tu Et sais, c'est pour tu sais ça pas lire le français. Alors. Proposer des référendums, enfin, Luc. Mais non, C'est mais- pour ça qu'on leur a proposé des référendums, pour qu'ils puissent revenir sur cette libre détermination et la faire valoir. Et ils la font valoir régulièrement. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, Le voilà. référendum est sans doute la meilleure façon de le faire, sauf que le problème, c'est que les gens n'acceptent pas Non, le non, mais résultat attendez, du mais c'est référendum. autre chose qui n'accepte pas. Qu'est-ce Mais que tu veux y on faire? n'est plus dans les. On Ça, est, c'est la non, réalité. non, mais on n'est pas dans la liste on n'est pas dans une critique de texte législatif. Là. Bon. Si, Là- on est là- dans la liste des conséquences concrètes, Bon, Christian. j'étudie. On n'est pas dans le monde éthéré Si. des textes. On est dans la théorie. On n'est pas dans la pratique. Bon, c'est-à-dire qu'il s'agit de savoir si ce qui Une est théorie écrit- qui ne s'applique pas, qui n'a pas de conséquences dans la pratique, n'a aucune valeur. Si, Non, aucune. bien sûr que si. Si elle ne correspond pas si la théorie ne correspond pas à la Mais pratique, elle n'a mais aucune tu es valeur. dans le rêve, Luc, tu Mais es on dans le rêve. correspond à la pratique. Luc, ça correspond à la pratique puisqu'on leur a proposé régulièrement, s'il y a une tension, on propose la façon de sortir et de faire valoir l'autodétermination du territoire. On le fait Je suis régulièrement, d'accord avec toi. donc il n'y a aucun souci. Je vois pas où est ton problème. Mais c'est pas mon problème. Moi, je m'en fiche. Si ça avait été accepté en Nouvelle-Calédonie que les Kanaks avec Mais ça a été les accepté. Européens vivent ouais. ensemble, j'en serais très heureux. Je constate simplement que dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Arrêtez. Le fait que dans la réalité, il ne se passe pas ce qui est écrit dans la Constitution, c'est un autre problème. Ben non, c'est pas un autre Si, problème. c'est un autre Libre problème. détermination des Non, peuples. et puis lorsque tu dis un texte tel qu'il est écrit, s'il ne correspond pas à la réalité, c'est un texte qui n'existe pas. Si, le texte existe, le texte est coercitif, hein, et le texte s'applique. Après, bon, s'il n'est pas appliqué, bon, c'est qu'il y a un défaut de contrôle des instances qui sont chargées de contrôler l'application des textes. Après que le texte soit Il n'est bon, pas applicable. après que le texte soit bon ou ne soit pas bon, et on s'il continue. n'est pas Et moi, applicable. je suis fatigué parce qu'on continue à confondre ces deux choses-là. Non. On continue à confondre le Pas fait du tout. que si Non, un Christian, on texte, ne confond pas. si hein. un Moi, texte- je refute la critique que tu es en train de faire là. Je ne confonds absolument pas. Je ne suis pas d'accord. Alors, moi, je veux, Désaccord je de veux que fond. tu me dises qu'est-ce que veut dire. Alors, qu'est-ce que veut. Notre travail, c'est savoir qu'est-ce que veut dire ce paragraphe. Bon, alors, Oui. soit ce paragraphe. Alors, soit il faut supprimer ou amender ce paragraphe parce que il n'est pas clair. C'est même pas qu'il n'est pas précis, il n'est pas clair. C'est qu'on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Alors, ouais, voilà une critique qui est une vraie critique qui relève de notre travail. Bon. Soit il est clair et c'était mon hypothèse, mais la première hypothèse peut être retenue également. Mon hypothèse, c'est que le paragraphe est clair, mais il indique une étape à faire qui a été faite et qui maintenant, quand on lit ce paragraphe, ça ne veut plus rien dire. Alors, prenons par contre, je pense qu'on est dans l'option numéro 1, c'est-à-dire ce paragraphe n'est pas clair. Alors là, d'accord. Alors, si ce paragraphe n'est pas clair, bon, c'est un veto ou c'est une pénalité, autant qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire ce paragraphe? Bon. Soit ça veut dire, alors déjà, à partir du moment où on dit soit ou soit, ça veut dire qu'il n'est pas clair, hein, il n'est pas précis. Soit ça veut dire les peuples, attention, les territoires d'outre-mer, hein, parce que là, j'insiste bien, on parle uniquement des territoires d'outre-mer. Les territoires d'outre-mer, ils vont avoir la possibilité d'adhérer à la République, mais si un jour ils veulent ne plus y adhérer, ils n'ont qu'à le dire et ils sortiront de la République. Est-ce que ça veut dire ça? Bon, alors là, c'est une question de grammaire, de syntaxe. Est-ce que vraiment ça veut dire ça? Alors je ne pense pas, mais on peut parler. À ce moment-là, on est dans le job, on va parler de comment on peut l'interpréter. Mais ne me parle pas des Kanaks qui veulent, il y a deux groupes. C'est pas le sujet, les Kanaks. C'est le sujet c'est une question de principe. Hein? Est-ce qu'un peuple d'outre-mer, bon, ensuite, est-ce qu'on peut extrapoler ça au département français?
la Corse, ce qu'on peut extrapoler, alors je dirais d'un point de vue grammatical, non. Bon, on aurait dit, en vertu de ces principes, et de celui de la libre détermination des peuples, alors là, ok, bon, le mot peuple, c'est ce que j'en pense, mais ok, on va laisser ça. La République offre au territoire, à tous les territoires de la nation, la possibilité d'adhérer ou pas adhérer. Bon, ce serait écrit comme ça, oui, ça voudrait dire qu'à tout moment, bon, il y a un secteur géographique de la nation qui va pouvoir dire ben, je n'adhère plus au principe de la République, etc. etc. Mais c'est pas écrit comme ça. C'est écrit, et là je récapitule, ça concerne les peuples d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, pardon, les territoires, hein, territoires d'outre-mer, voilà, et on dit ceux qui veulent adhérer à la République peuvent adhérer. Alors, est-ce qu'il y a une notion évolutive là-dedans? Très certainement, effectivement, le texte n'est pas assez clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne dit pas si, une fois qu'ils ont manifesté la volonté d'adhérer à la République, et qu'on leur a donné des institutions nouvelles, ben oui, parce qu'avant ils avaient des institutions qui étaient coloniales, mais dans des institutions nouvelles, c'est celle de la République, bon. Est-ce qu'ils ont la possibilité ensuite de changer d'avis? Bon, le texte ne le dit pas. Effectivement, le texte ne le dit pas. Alors, à partir du moment où il ne le dit pas, eh bien, je dirais que la logique, on est dans la logique, on n'est pas dans la politique, on est dans la logique juridique. Et la logique juridique veut que, on a adhéré. Et à partir du moment où on adhère à la République, eh bien, il y a l'article 1 suivant qui s'applique, c'est-à-dire que la République est indivisible. Et tu ne peux pas en sortir. Alors c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est pas notre débat là. C'est tout. Il faut s'en tenir à ça. Et donc, on est là pour noter, hein, on est là pour noter en tant qu'expert juridique la clarté, la cohérence, la précision d'un texte. Et ce paragraphe-là, eh ben, il mérite plusieurs pénalités. Il mérite une pénalité parce que il n'est pas clair. Il n'est pas clair, c'est-à-dire que on ne sait pas, effectivement, si une fois qu'ils ont adhéré, ils peuvent désadhérer. Bon. Pour moi, ça coule de source, mais je veux bien admettre l'idée que c'est pas clair. Bon, ça fait donc un point de pénalité. Et puis, il y a un autre point de pénalité, à savoir que si on lit ce texte stricto sensu, il dit qu'à un certain moment, en 1900, je ne sais pas combien, bon, une fois que le peuple a adhéré, voilà, c'est terminé. Bon, donc, et comme ils ont tous adhéré, et c'est plus la peine de mettre, parce que dans 100 ans, dans 200 ans, admettons que les institutions n'aient pas changé, qu'est-ce que ça voudra dire? Ou même pas, attendons, même dans 30 ans, qu'est-ce que ça voudra dire ce paragraphe? Ce paragraphe ne voudra plus rien dire du tout. Voilà ce que j'appelle une analyse strictement juridique. Très bien. Bon, je propose qu'on en reste là. On est déjà à 1h08 d'enregistrement. Effectivement, je pense qu'on peut s'entendre sur le fait qu'il y a un défaut de clarté sur cette notion de liberté de détermination des peuples, cette question du changement d'avis, de la désadhésion, à laquelle j'ajouterais si désadhésion, dans quelles conditions. Moi, au-delà de cette analyse juridique, je pense que l'applicabilité, mais ça renvoie à notre débat sur la logique et la rigueur, hein, de la dernière fois, se poser la question de l'applicabilité d'un texte me semble tout à fait essentiel et, pour ma part, je pense, fait partie de nos travaux. Merci, messieurs. Donc, je pense que nous n'avons pas été jusqu'à l'article 1er, mais je pense que la discussion était suffisamment nourrie. Moi, je pense que cet article est caduc. Je maintiens. Je pense que toutes les personnes qui ont adhéré adhèrent à la République. C'est la France, Martinique, Calédonie, Mayotte, tout ce que vous voulez. Ils sont français au même titre que les autres. Donc, voilà. Le fait qu'il y ait une possibilité ou pas de désadhérer,
ben voilà, ça tombe sous le sens. À partir du moment où il y a une manifestation de vouloir quitter une pièce, on ouvre la porte. Et la preuve en est, c'est que la République française offre régulièrement la possibilité d'ouvrir la porte et d'en sortir. Donc voilà, je pense que tout ce débat voilà, montre bien que ces deux lignes de la Constitution sont caduques parce qu'ils ont adhéré. Et bon, à la limite, on pourrait avoir un commentaire, mais là, ça serait dans un article, la procédure pour en sortir, comme l'article 50 pour l'Europe. Il manque peut-être un article 50, mais dans le corps de la Constitution, mais pas dans le préambule. Voilà. Oui, alors, écoutez, bon, puisqu'on est sur ce sujet, autant continuer. C'est un sujet de toute façon qui est très, très intéressant. Si moi je m'accroche disons, peut-être comme tatillon, hein, bon voilà, à mon éclairage uniquement d'analyse critique, la question effectivement à creuser, c'est est-ce que si les peuples d'outre-mer, c'est-à-dire tous les DOM et tous les TOM, veulent sortir après être entrés, est-ce que la Constitution leur donne la possibilité? À la lecture, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, encore une fois, faut arrêter maintenant. Hein. Bon. Est-ce qu'en lisant la Constitution, en tant que juriste, hein, est-ce que je vais trouver dans la Constitution quelque chose qui va leur permettre de sortir? Ça, c'est une question intéressante. Alors, moi, je ne trouve rien qui leur permet de sortir. Ma lecture de la Constitution, encore une fois, ce n'est pas une lecture que je trouve bien. La lecture de la Constitution, que je lis cette connerie de C58, hein, c'est ce tissu d'inclarté, d'imprécision, d'incohérence interne, externe, etc. Eh bien, au milieu de tout ce fatras, je ne trouve rien qui puisse, en tant que tribunal, par exemple, dire je m'appuie sur telle ligne de la Constitution pour dire que les néo-calédoniens qui aujourd'hui ont voté à 50,5% pour la sortie, elles ont le droit de sortir. Je trouve rien. Je trouve au contraire que si on lit la Constitution, je vais agiter l'article 1, je vais dire attendez, c'est indivisible, hein, les gars. Vous êtes rentrés, vous êtes entrés. Alors, les Bretons, ils sont entrés, les Corses sont entrés. Alors, ça s'est passé autrement, là. C'est passé, c'est qu'il y a eu Clovis, et puis après, il y a eu je sais pas qui. Bon, mais, bon, après, tu sais pas. Lorsqu'un territoire, lorsqu'une nation a fait ses frontières, bon, tu sais plus comment l'Alsace-Lorraine est arrivée en France. Enfin, toi, tu le sais peut-être, mais l'homme de la rue ne le sait plus. Comment la Bretagne a été rattachée à la France, tu ne le sais pas. Comment la Savoie a été rattachée à la France, tu ne le sais pas. Hein, tout le sud-ouest, qui était sarrasin, tu ne sais pas non plus comment ça a été rattaché à la France. Bon, aujourd'hui, c'est à la France et ça tombe sous le coup de l'article 1, tu ne peux pas en sortir. Bon, alors, le débat, c'est bien, c'est pas bien, c'est autre chose. Je veux dire, est-ce qu'il y a dans la Constitution quelque chose qui permet, justement, alors ça, il n'y a rien dans la Constitution qui permet à quelque groupement que ce soit de sortir. Il n'y a rien qui permet. Bon, donc après, c'est un autre débat, c'est un mouvement politique. C'est ta lecture, je ne la partage pas. Hein, alors, je la partage alors, pas. Je dis que votre... dans la Constitution, avant l'article 1er, il y a dans le préambule, donc théoriquement, encore paragraphe, il y a un principe qui est énoncé, qui est celui de la libre détermination des peuples. Donc moi, je dis qu'il y a quelque chose. Donc, dans le meilleur des cas, je pense que c'était ta conclusion sur laquelle on pouvait tomber d'accord, c'était sur le fait qu'il y a que le paragraphe n'est pas clair dans ce truc-là. Parce qu'on peut avoir ces deux lectures, et moi je fais cette autre lecture. Et je m'appuie sur le texte. Voilà. Alors, le paragraphe n'est pas clair. Si on veut vraiment détailler ce défaut de clarté de ce paragraphe, on va dire que ces territoires d'outre-mer sont les seuls cas historiques où il y a des
territoires qui ont été intégrés à la République par un référendum. Tous les autres territoires que je viens de citer, que je ne vais pas reciter, c'est toujours des faits de guerre, grosso modo, ou des traités, tiens, je prends ça, tu prends ça, bon, voilà. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue même strictement juridique, il serait bon de prévoir si oui ou non, il y a possibilité, après qu'on ait adhéré par voie constitutionnelle finalement, par voie référendaire, on puisse y désadhérer par la même voie. Voilà. Je pense que c'est l'argument, moi c'est le seul argument que je retiendrai en faveur d'une précision qui n'existe pas, hein, mais qui aurait à mettre dans ce... voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas aussi catégorique que Jean-Charles pour dire que cet article est définitivement clair, ils ont adhéré, point final, ils rentrent dans le cadre de l'article 1, mais que compte tenu effectivement que parce qu'il y a aussi la permanence des principes juridiques. Hein, donc, on a vu en étudiant les PFLRR du Conseil constitutionnel, c'est que quand il introduit un principe qui n'existe pas à la Constitution, il dit oui, je l'ai introduit parce que je lis l'histoire. Hein, et j'ai extrait une espèce de récurrence d'un principe que je trouve depuis Louis XIV, donc bon, je le mets là maintenant, hein, parce que c'est moi qui dis le droit mieux que n'importe qui. Bien, sur ce fondement, effectivement, qui n'est pas totalement inique, hein, totalement infondé, on pourrait, il serait bon quand même, effectivement, pour la bonne clarté de ce paragraphe, de dire est-ce qu'il y a un droit de retour. Aujourd'hui, le droit de retour, il est absent, et donc, soit on applique l'article 1, boum, qui arrive tout de suite après, soit il est induit par ce raisonnement que j'amorce, que, étant donné que ça a été fait par référendum, ça a été fait démocratiquement, ça peut être aussi redéfait démocratiquement. Voilà. Donc, je ne suis pas contre, moi, de mettre une pénalité dans ce sens, sur ce paragraphe, en disant qu'il faut qu'il se positionne, ce paragraphe, sur le droit de retour. Oui ou non, est-ce qu'il y a un droit de retour? Parfait. Je propose que ça soit le mot de la fin d'une émission bien longue aujourd'hui.